Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bon début d'après-midi, il est exactement 1 heure chez vous au Québec, si je ne me trompe pas, 1 heure de l'après-midi, et la magie des webinars, c'est qu'aujourd'hui je vous parle depuis Calgary en Alberta, où je suis ici en ce moment pour faire quelques petites visites, mais néanmoins, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette salle de conférence en ligne. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous y accueillir. Je suis le docteur Emmanuel Fontaine, vétérinaire au service technique pro à Royal Canin au Canada. Et mon domaine d'expertise est la reproduction canine et féline. En Amérique du Nord, vous appelez les vétérinaires comme moi très souvent des theriogénologistes. Eh bien, aujourd'hui, ça va être l'occasion de plonger un petit peu dans cette discipline, puisque je vous invite à une petite aventure, à une petite présentation interactive, on va avoir beaucoup de fun, où on va discuter néonatologie canine. On va parler de chiots nouveau-nés. Et un point important que je veux aborder avant qu'on démarre, vous voyez ce terme-là, chiot. Je pense que c'est un point important parce qu'on utilise souvent ce terme chiot comme un terme vraiment générique, vous savez, alors qu'en fait, il y a vraiment deux périodes importantes à distinguer durant la croissance de ces chiots. On a ce qu'on appelle la période néonatale qui va en fait de la naissance jusqu'à peu près au sevrage nutritionnel, à la fin de ce sevrage nutritionnel qui est environ à 8 semaines d'âge. Et à côté de ça, on a la période pédiatrique qui va en effet de la fin du sevrage nutritionnel jusqu'à ce que le chiot ait atteint sa taille adulte. Et bien évidemment, ça va varier en fonction de la taille des animaux. Mais vous voyez, on a là vraiment deux périodes très différentes à considérer. Et très clairement, des individus très très différents, deux types d'individus différents. Et pour le coup, bien évidemment, des challenges, des défis différents pour chacun de ces stades physiologiques. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie néonatologie, cette partie qui va de la naissance, encore une fois, jusqu'à environ la fin du sevrage nutritionnel. Et je peux vous dire une chose, c'est vraiment là un sujet qui est très très cher à mon cœur. Laissez-moi vous expliquer ça. Tout a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. À cette époque, j'étais étudiant en 3e année à l'école vétérinaire de Toulouse. Je vais vous appeler les détails, mais pour faire très très court, j'avais une femelle labrador. Elle avait été saillie par accident. Elle était gestante. Et l'histoire se termine avec 9 petits chiots qu'elle a mis bas dans le coffre de ma voiture un beau dimanche matin d'avril, alors que j'allais rendre visite à ma petite amie de l'époque. Donc vous voyez, à cette époque, quand ça s'est passé, je trouvais ça vraiment épique. Superbe aventure, incroyable. Et comme je vous l'ai dit, j'étais un étudiant en 3e année d'école vétérinaire. Mon expérience dans ce domaine était, on peut le dire, plutôt limitée à l'époque. Et très honnêtement, à ce moment-là, je me suis senti vraiment chanceux, puisqu'il n'y avait eu aucun problème pendant la mise bas. La chienne, la mère, s'occupait très très bien des chiots. Après tout, c'est un labrador, ça a plutôt des très très bonnes qualités maternelles. Et les chiots, pour tout vous dire, pour moi, ils avaient l'air parfaitement en bonne santé. Quand je les regardais, tout était OK. Ils faisaient ce que je m'attendais à voir. Ils pleuraient, ils rampaient dans leur nid, ils tétaient leur mère. Je pensais qu'il n'y avait vraiment aucune raison de s'inquiéter ici. Et vous voyez, à cette époque, plusieurs fois par jour, ce que je faisais, c'est que j'allais regarder, jeter un coup d'œil sur la mère et les chiots pour m'assurer que tout allait bien. Je faisais un check très rapide de façon visuelle pour m'assurer que tout se passait bien. Et tout allait pour le mieux quand, en fait, 2 jours après la naissance de ces chiots, je me suis levé le matin, je suis allé faire mon contrôle matinal pour me rendre compte qu'en fait, dans la nuit précédente, 4 de ces chiots avaient décédé. Et à cette époque, vous voyez, c'était vraiment un choc. C'était vraiment une expérience assez dévastatrice dans le sens où je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, ces chiots, ils avaient toujours l'air en très très bonne santé et je ne m'attendais vraiment pas à en perdre 4. Clairement, il y avait quelque chose que j'avais loupé ici. Et comme je vous l'ai dit à cette époque, je pensais que j'étais vraiment pas bien entraîné, bien capable. Je pensais que je ne savais pas vraiment comment m'occuper correctement de ces chiots nouveau-nés. Mais vous savez quoi? Quand j'ai gradué, quand j'ai quitté l'école vétérinaire, quand j'ai commencé ma carrière de vétérinaire, je pense vraiment pas non plus que j'étais mieux préparé à m'occuper de chiots nouveau-nés. Je me suis investi dans la reproduction canine par la suite, j'ai fait une résidence, j'ai fait un PhD dans ce domaine, et une chose que j'ai rapidement réalisée,
c'est quand la néonatologie canine était en quelque sorte, et en fait est en quelque sorte encore aujourd'hui, une zone grise de la médecine vétérinaire. Une zone dans laquelle on a encore beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas toutes les réponses. Et pendant très très longtemps, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveautés dans cette discipline. Mais tout a changé en 2016. Parce qu'en 2016, il y a eu ça. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, 400 vétérinaires spécialisés en reproduction canine qui se rencontrent lors d'un congrès, eh bien, regardez, c'est cette photo qui vient de s'afficher sur votre écran. Cette photo a été prise en 2016. Et je crois que je suis ici, là, bien évidemment, je ne regarde pas l'appareil photo, mais quoi qu'il arrive, elle a été prise en 2016 pendant un congrès qui s'appelle l'ISCFR. Et ISCFR, ça veut dire International Symposium on Canine and Feline Reproduction. Voyez ça comme une sorte des Jeux olympiques de la reproduction canine et féline, puisque cette conférence a lieu tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, en fait, tous les spécialistes en reproduction canine et féline se réunissent pour discuter des nouveautés dans ce domaine, pour discuter des nouveaux traitements, des nouvelles approches. C'est également l'opportunité de rencontrer tous nos collègues à travers le monde qui font face aux mêmes défis dans le domaine de la reproduction canine et de brainstormer sur ces différents sujets. Et en 2016, il y avait un focus qui était fait particulièrement sur la néonatologie canine. Et ce focus était en fait fait par une équipe qui s'appelle NeoCare. Donc cette équipe de recherche, NeoCare, c'est en fait un groupe français, un groupe de recherche français qui est basé à l'école vétérinaire de Toulouse. Et pour le coup, à mon avis, leur travail vraiment apporte une nouvelle façon de considérer et de voir cette discipline, la néonatologie canine. Les choses qu'ils ont faites ont vraiment changé la donne dans ce domaine et vraiment changé la façon, très honnêtement, dont j'approche, moi particulièrement, la néonatologie canine aujourd'hui. Donc, pendant cet événement à Paris, pendant cette conférence, j'ai écouté leurs présentations, j'ai lu leurs posters, j'ai eu de très très bonnes discussions avec eux. C'était plutôt facile, on parlait la même langue. Mais vous voyez, de ce qu'ils ont présenté, il y avait vraiment des astuces pratiques très très intéressantes qui m'auraient été très utiles il y a 17 ans de ça quand j'ai eu ma première portée de chiot. Et je crois très sincèrement que ces astuces sont quelque chose qui est très important pour vous de savoir également. Parce qu'ils ont commencé leur travail, ils ont travaillé pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, maintenant, ça fait d'ailleurs plus de 7 ans qu'ils travaillent sur ce domaine, la néonatologie canine. Et ils ont commencé ce travail en essayant de répondre à une question. Ils voulaient savoir comment mieux identifier ces chiots nouveau-nés qui sont à risque pour de la mortalité néonatale. Comment identifier ces chiots nouveau-nés à risque le plus tôt possible après leur naissance. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à mon histoire. La mort des chiots que j'avais, ça avait vraiment été une surprise parce que clairement à l'époque, j'étais vraiment pas bon pour détecter les signes de maladie chez des chiots nouveau-nés. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que de toute façon, ce n'est pas toujours quelque chose de simple de détecter des chiots nouveau-nés qui ne vont pas bien. Vous voyez, ce n'était pas simple pour le newbie que j'étais à l'époque. Mais je sais également par expérience maintenant que ce n'est pas simple pour beaucoup d'entre nous parce que de façon régulière, je reçois des emails de clients, des emails de personnes qui élèvent des chiots depuis de très très nombreuses années, des emails de vétérinaires qui me disent de façon régulière « Hey Doc, je ne comprends pas, j'avais cette portée de chiots, il y en a beaucoup qui sont décédés et je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, on en a perdu la moitié, on en a perdu 4. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, bien évidemment, et je suis sûr qu'on sera d'accord là-dessus, il y a des cas qui sont évidents. Vous regardez le chiot, vous voyez les signes cliniques, vous voyez ces chiots qui sont en orthopnée, comme s'ils essayent d'avaler l'air, vous voyez qu'il y a un problème de façon clinique. Mais il y a tellement de cas qui sont entre les deux, tellement de cas où les signes cliniques sont si discrets qu'on peut passer très très facilement à côté. Le groupe NeoCare, pendant ces conférences, a partagé leur protocole. Ils ont partagé leur protocole et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter les éléments cliniques qu'ils considèrent importants, les étapes qu'ils considèrent importantes pour identifier ces chiots nouveau-nés. Ce que j'aime ici, c'est que ça nous permet, comme je vous l'ai dit, de détecter ces chiots nouveau-nés à risque très très tôt, bien avant qu'ils commencent même à parfois montrer des signes cliniques. Et en néonatologie, je pense qu'une chose sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est plus tôt on repère ces chiots, meilleur c'est. Et
la très très bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez voir, ce n'est pas de la science très complexe, mais c'est vraiment des petits détails techniques pratiques tout simples qu'il est très facile de mettre en pratique dans votre clinique pour mieux détecter ces chiots. Et tout ça, ça commence dès la naissance des chiots. Dès que les chiots sont nés, il y a un outil qu'on peut utiliser tout de suite et un outil, je pense, que vous devez tous connaître aujourd'hui. Alors, j'ai cette photo ici de cette dame-là. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous savez qui est cette personne-là qui apparaît en photo sur votre écran? Dites-moi sur le chat, est-ce que vous savez qui c'est cette dame-là? Montrez-moi que vous êtes mieux que vos collègues anglophones qui hier n'ont absolument pas trouvé. Qui est cette dame? Une chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est très, très, très célèbre. Dites-moi sur le chat si vous avez une idée qui c'est. Aucune réponse. N'hésitez pas à mettre des points d'interrogation si vous ne savez pas sur le chat. Quelqu'un me met des points d'interrogation. J'ai plein de points d'interrogation qui apparaissent sur le chat. Ok, c'est bien. Hier, quelqu'un m'a dit, oh, mais c'est peut-être votre femme. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, on ne se ressemble vraiment pas si vous regardez la photo. Mais quoi qu'il arrive, cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est très, très, très connue. Et son nom, en fait, il s'agit de Virginia Apgar. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont éventuellement eu des enfants, ce nom ici doit vous rappeler quelque chose parce que c'était une anesthésiologiste en médecine humaine et je vois que certains d'entre vous ont répondu correctement. Congratulations, bien joué. Et Virginia Apgar, en fait, elle nous a laissé quelque chose en médecine humaine. C'est ce qu'on appelle les scores d'Apgar. Ces scores qui aujourd'hui sont le gold standard en néonatologie humaine pour identifier les nouveau-nés humains à risque potentiellement. Et en Amérique du Nord, vous le savez certainement aussi, hein, nos amis anglophones aiment beaucoup les acronymes. Je crois qu'au Québec, vous aimez aussi beaucoup les acronymes de temps à autre. Mais en fait, Virginia Apgar a défini un set de 5 critères à vérifier à la naissance sur ces enfants nouveau-nés pour identifier ceux qui sont à risque ou pas. Et pour s'en rappeler plus facilement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé son nom de famille, Apgar, comme un acronyme qui décrit en fait ces 5 critères. Et ces 5 critères sont tout d'abord ce que les anglo-saxons appellent appearance. En fait, c'est la couleur des muqueuses, la couleur des gencives, etc. Ce qu'ils appellent le pulse, en fait, le rythme cardiaque. Grimace, qui est en fait la façon dont les nouveau-nés vont réagir, le réflexe que les nouveau-nés vont avoir quand, par exemple, vous les pincez. Normalement, ils doivent réagir. Activity, je pense que ça coule de source. Comment est-ce que en fait, les nouveau-nés humains vont réagir quand vous allez faire bouger leurs articulations? Quels vont être leurs réflexes? Et puis, respiration, la fréquence respiratoire. Donc, vous voyez, A-P-G-A-R, Apgar. C'est ça l'acronyme. Et voilà les 5 critères qui sont en fait identifiés aujourd'hui, qui sont utilisés dans ces scores d'Apgar. Et alors, sans faire exprès, je suis passé à la slide suivante, mais comme vous pouvez bien vous l'imaginer, en médecine vétérinaire, comme très souvent, on a repris ce qui était fait en médecine humaine et les scores d'Apgar ont été adaptés. On les a adaptés chez les bovins, on les a adaptés dans l'espèce équine et bien évidemment, on les a aussi adaptés chez les chiots nouveau-nés. L'étude qui vient d'apparaître sur votre écran, c'est une étude qui date de 2009, qui a été faite par une équipe de l'Université de Milan en Italie. Et ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont, pour le coup, adapté ces scores d'Apgar, de médecine humaine, à la néonatologie canine. Et très souvent, vous savez, quand je mentionne ces scores d'Apgar, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui me dit « Oui, ok, doc, ça existe, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça? C'est quoi l'intérêt d'utiliser ces scores d'Apgar chez les chiots nouveau-nés ?» Eh bien, je pense que vous avez déjà eu une partie de la réponse dans ce que je vous ai raconté avant, mais la raison pour laquelle, à mon avis, on doit les utiliser, on doit considérer l'utilisation de ces scores d'Apgar en néonatologie canine, c'est exactement la même raison pour laquelle Virginia Apgar, elle les a développés en médecine humaine. Elle les avait développés en médecine humaine parce qu'elle s'est rendue compte que certains bébés, certains enfants nouveau-nés, eh bien, très souvent, on les laissait malheureusement mourir tout seuls dans leur coin parce que personne ne s'était rendu compte à l'avance qu'il y avait un problème. Personne ne s'était rendu compte que ces enfants avaient besoin de soins médicaux, avaient besoin d'assistance. Et
c'est pour la raison pour laquelle elle a développé ce système. Vous avez peut-être entendu cette phrase. Aujourd'hui, on dit souvent que tout enfant né dans un hôpital moderne naît sous le regard de Virginia Apgar. Parce que dès qu'un enfant nouveau-né naît, la première chose que les sages-femmes vont faire, c'est faire ces scores d'Apgar. Et c'est exactement la même raison pour laquelle je pense que ces tests, ces scores devraient être utilisés en médecine canine, devraient être utilisés en néonatologie canine. Parce que, rappelez-vous mon exemple, hein, moi, je n'ai pas vu que ces chiots allaient mal. Et jeter un coup d'œil, regarder avec vos yeux, c'est toujours un bon début. Et c'est ce que je faisais avec mes chiots. Mais quand vous avez un moyen de scorer, un moyen de quantifier les choses, vous êtes tout de suite beaucoup plus précis, beaucoup plus précis et beaucoup plus capable d'interpréter ce que vous voyez. Donc, c'est toujours une meilleure façon d'évaluer la situation clinique si on peut quantifier les choses, à mon avis. Et petite question pour vous, je vous ai dit ça allait être interactif. Ces scores d'Apgar, d'après vous, combien de temps après la naissance des chiots on peut les utiliser? Est-ce qu'on doit les utiliser immédiatement après la naissance? Est-ce qu'on peut les utiliser dans les 5 premières minutes qui suivent la naissance, dans la première heure, dans les 4 premières heures, dans les 8 premières heures? Dites-moi, d'après vous, pendant combien de temps après la naissance des chiots peut-on utiliser ces scores d'Apgar? Alors, pour info, en médecine humaine, ces scores d'Apgar, en fait, on les réalise juste après la naissance et par la suite, ils vont les réévaluer 5 minutes après pour voir s'il y a eu une amélioration, notamment chez les enfants qui sont identifiés comme potentiellement à risque. Et dans l'étude, alors, voyons un petit peu, qu'est-ce que vous allez répondre? Ça, c'est toujours ma partie préférée quand je vois les graphes bouger dans tous les sens. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, et 40% d'entre vous me disent on doit les utiliser principalement juste après la naissance. En fait, dans l'étude de 2009 que je vous ai montré, ils faisaient les scores d'Apgar dans les 5 minutes qui suivaient la naissance des chiots. Et le groupe NeoCare, en fait, ils ont montré que dans l'espèce canine, ce score d'Apgar, il garde une bonne valeur diagnostique pour les chiots si on l'utilise durant les 8 premières heures après la naissance. Ce qui est important parce que, encore une fois, si vous faites une césarienne, par exemple, dans votre clinique, si vous êtes juste à côté de la chienne quand elle met bas, vous pouvez tout de suite faire les scores d'Apgar, bien évidemment. Mais si la chienne a mis bas il y a un certain temps et qu'on a l'impression que les chiots vont pas bien, ben, c'est toujours quelque chose qu'on peut utiliser dans les 8 premières heures qui suivent, pour le coup, la naissance de ces animaux. Alors, bien évidemment, c'est un système de scoring. Donc, voyons comment est-ce qu'on va scorer ce score d'Apgar, puisqu'en fait, on a, comme on l'a dit, différents paramètres, et on va évaluer chacun de ces paramètres, et pour chaque paramètre, on va mettre une note entre 0, 1 ou 2, en fonction de ce qu'on va observer. La première chose qu'on va regarder, comme on l'a dit, c'est l'apparence, c'est la couleur des membranes, des muqueuses, la couleur des muqueuses. Et pour le coup, si c'est cyanosé, 0, si c'est pâle, 1, si c'est bien rose, on va mettre 2. On va évaluer ainsi ces différents critères. On va faire la même chose pour le rythme cardiaque. En fonction du rythme cardiaque, on va mettre 0, 1, 2. On va faire la même chose pour ce grimace, cette façon dont les chiots vont répondre lorsqu'on va les pincer, notamment au niveau des pattes. On va voir s'ils répondent au pincement ou si la réponse est faible ou au contraire si la réponse est vigoureuse ou absente. On va regarder comment ils bougent, est-ce qu'ils sont mobiles au sein de leur nid. Et puis, on va regarder le rythme respiratoire. Donc, vous voyez, ici, vous avez ces 5 paramètres. Pour chaque paramètre, vous allez mettre un score entre 0, 1 et 2. Et puis, tout simplement, c'est une addition. On va additionner les différents scores pour chaque paramètre, ce qui va vous donner un résultat sur 10 et ce qui va vous donner votre score d'Apgar pour un chiot donné. Pour le coup, petite question pour vous. Quels chiots vont poser problème d'après vous? Ces chiots qui ont un score d'Apgar entre 0 et 4, ces chiots qui ont un score d'Apgar entre 4 et 7, ces chiots qui ont un score d'Apgar entre 7 et 10, ou tout chiot qui a un score d'Apgar inférieur à 10. D'après vous, quels chiots vont poser problème lorsqu'on va faire ce score d'Apgar? Score d'Apgar entre 0 et 4, entre 4 et 7, entre 7 et 10, inférieur à 10. Dites-moi, quels chiots vont poser problème ici? Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Et la grande majorité d'entre vous me disent « Ah, les chiots qui vont poser problème sont les chiots qui ont un score d'Apgar entre 0 et 4. » Alors, très clairement, ces chiots qui ont un score d'Apgar entre 0 et 4, on dit généralement qu'ils ont un score d'Apgar faible, eh bien, ceux-là
ce sont ceux qui ont les signes, qui sont le plus en mauvais, qui ont le plus besoin d'assistance médicale. Mais très honnêtement, vous voyez ceux entre 0 et 4, vous n'aurez pas besoin des scores d'Apgar pour les identifier. Vous les regarderez et cliniquement, vous verrez que ce sont des chiots qui ont des problèmes. Vous verrez que ce sont des chiots qui ont du mal à respirer. Vous verrez que ce sont des chiots qui ont éventuellement des convulsions, qui sont léthargiques, qui sont comme tétanisés. Vous verrez cliniquement ces chiots, vous n'aurez pas besoin des scores d'Apgar pour cela. Les vrais chiots qui sont problématiques, c'est ceux qui ont un score d'Apgar entre 4 et 7. Entre 4 et 7 parce que ceux-là, d'un point de vue clinique, on peut très facilement passer à côté. Alors que pourtant, ce sont des chiots qui ont besoin d'une assistance particulière. C'est vraiment ceux qu'on essaye de détecter quand on va utiliser ces scores d'Apgar. Parce que voilà comment on va interpréter ces scores d'Apgar. Un chiot a un problème si son score d'Apgar est inférieur à 7. Et une chose importante que je voulais mentionner ici, c'est que très souvent, vous voyez, certaines personnes vont me dire, mais super doc, mais vous savez, on n'a vraiment pas le temps de faire des scores d'Apgar. Ça nous prend trop de temps, c'est pas possible. Pour faire un examen complet sur un chiot nouveau-né, pour faire un score d'Apgar au complet, ça va vous prendre moins d'une minute. En moins d'une minute, vous serez capable d'évaluer très rapidement ces différents paramètres. En moins d'une minute, vous aurez une évaluation quantitative de la santé de ces chiots nouveau-nés. En moins d'une minute, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour ces chiots en fonction du score d'Apgar que vous avez trouvé. Et très honnêtement, l'argument temps ici, je ne pense pas qu'il soit valable parce que c'est vraiment un très très bon investissement de votre temps à mon avis. Et sachez que notamment dans certaines écoles vétérinaires, quand on fait des césariennes maintenant, régulièrement, une fois qu'on a réanimé les chiots, la première chose qu'on va faire, c'est faire des scores d'Apgar sur ces chiots nouveau-nés. Alors, on a les scores super, maintenant on en fait quoi avec ça? Eh bien, tout va dépendre en fait, une fois que vous avez identifié un chiot à risque, tout va dépendre de quand en fait vous avez réalisé ce score d'Apgar. Laissez-moi vous expliquer. Si vous avez fait le score d'Apgar juste après la naissance et que vous identifiez un chiot en dessous de 7, surtout encore une fois, on a des chiots entre 4 et 7. Ces chiots entre 4 et 7, immédiatement, on retourne aux techniques de réanimation. On essaye de les réanimer à nouveau. Il faut évacuer les voies respiratoires, notamment avec une petite seringue, un aspirateur, un mouche-bébé, comme on utilise très régulièrement aujourd'hui dans les blocs chirurgicaux, simuler la respiration en frottant la cage thoracique des chiots. Rappelez-vous une chose, on ne recommande plus aujourd'hui de faire ces mouvements de balancier qu'on a tous appris en école vétérinaire, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est décrit comme le shaken puppy syndrome. On sait que ces mouvements de balancier, qui certes sont très efficaces pour éliminer les liquides des cavités orales et nasales, peuvent malheureusement induire des lésions au niveau du cerveau et pour conduire par la suite à des problèmes neurologiques sur le long terme sur certaines de ces chiots. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on a banni de nos blocs chirurgicaux. Et la réanimation des chiots nouveau-nés, c'est évacuer les liquides avec un mouche-bébé par exemple et stimuler la respiration juste en frottant la cage thoracique. Ça fonctionne très très bien dans 99% des cas. Petit point au passage, je vous ai parlé tout à l'heure de ces chiots d'Apgar, ces chiots nouveau-nés qui ont des scores d'Apgar faibles, donc entre 0 et 4. Ceux-là, encore une fois, très souvent, vous n'avez pas besoin de faire le score d'Apgar pour évaluer qu'ils sont dans un état critique. Ceux-là, sachez que ces chiots en particulier, ils ont besoin d'une assistance médicale. Ils ont immédiatement besoin de recevoir oxygénation, éventuellement une injection d'épinéphrine pour stimuler le rythme cardiaque, mais ce sont des chiots qui ont besoin d'assistance médicale. Ce ne sont pas des chiots vers lesquels on peut juste les réanimer. Ils auront besoin de beaucoup plus pour essayer de les maintenir en vie. Sachez que quand ils ont un score d'Apgar entre 0 et 4 juste après la naissance, le pronostic est, quoi qu'il arrive, très réservé. Si jamais vous faites ces scores d'Apgar après la mise bas, durant cette période de 8 heures qui suit la mise bas, pas juste après la mise bas, mais on est toujours dans cette période de 8 heures, et que vous identifiez un chiot avec ses scores d'Apgar entre 4 et 7, là encore, ces chiots auront besoin de soins supplémentaires. Et ces soins supplémentaires, c'est vraiment un terme intéressant, c'est vraiment ce qu'on va détailler par la suite dans la présentation, mais vous pouvez les identifier très tôt, et quand vous les avez identifiés, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux les aider, pour mieux optimiser leurs chances de survie. Une figure à garder en tête, un chiot avec un score d'Apgar inférieur à 7, comme c'est écrit ici, le risque de mortalité néonatale, donc le risque de mortalité pendant les 4 premières semaines de vie, est augmenté
est augmenté par un facteur 22. Donc très 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 gros problème et des choses que vous pouvez détecter très très tôt encore une fois. Alors l'écran est noir, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème ici. C'est moi qui fais ça pour manager le suspense. Parce que tout simplement, dans mes présentations sur la néonatologie canine, je dis toujours aux gens, je dis toujours aux cliniciens, aux personnes de clinique, etc., que s'il y a un outil que vous devez impérativement avoir, impérativement pour mieux suivre, pour mieux mesurer, évaluer la santé des chiots nouveau-nés, c'est celui-là, une balance. Tout simplement une balance. Et vous voyez, quand vos chiots nouveau-nés sont nés, pour le coup, une fois que vous les avez réanimés correctement, une fois que vous avez fait les scores d'Apgar, parce que maintenant vous les connaissez, et ben, tout de suite, dès que vous avez fait tout ça, eh bien, la chose que je veux que vous fassiez par la suite, c'est les peser. Parce que je veux que vous détectiez immédiatement ces chiots qui sont nés avec un faible poids de naissance. Et pourquoi je veux que vous fassiez ça? À cause de ce chiffre-là, 81,1%. Les études du groupe NeoCare ont montré que 81,1% des chiots qui naissent avec un faible poids de naissance vont décéder durant les 2 premiers jours qui suivent la naissance. La mortalité néonatale sur ces chiots est augmentée par un facteur 13 lorsqu'ils naissent avec un faible poids de naissance. Et ça fait plutôt peur, pas vrai? Ça nous dit juste une chose toute simple. C'est que quand on détecte ces chiots, dès qu'on détecte ces chiots à faible poids de naissance, on sait que ceux-là, ils auront besoin de ces soins supplémentaires. Là encore une fois, on y revient. Ces soins supplémentaires, il faudra prodiguer à ces chiots dès qu'on va les détecter. Mais généralement, quand je dis ça, là, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire « Super, merci Mr. Obvious, vous avez juste mis des chiffres sur quelque chose qu'on savait tous déjà parce que un chiot qui naît avec un faible poids de naissance, il doit être automatiquement plus faible, il doit avoir plus de difficultés à accéder aux mamelles, il doit avoir plus de difficultés à téter. Donc c'est sûr, il a un risque de mortalité néonatale augmenté. » Alors, je dirais à tout ça que c'est très bien d'avoir des chiffres parce que ces chiffres vous montrent tout de suite l'importance de ce paramètre. 81,1% de mortalité sur des chiots à faible poids de naissance, c'est énorme. Ça vous montre l'importance de ce paramètre et pourquoi il est important de le détecter. Mais la question que j'ai à chaque fois que je présente ces chiffres et que je demande aux gens, c'est est-ce que vous pouvez me définir de façon précise qu'est-ce que c'est un chiot qui naît avec un faible poids de naissance? Et généralement, quand je dis ça, si j'interrogeais toutes les personnes dans la salle, si je vous interrogeais tous, vous tous qui êtes dans cette salle de conférence virtuelle, vous auriez probablement tous une réponse différente parce qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer, en fait, le poids du chiot à la naissance. Si vous pouvez me dire sur le chat, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait affecter le poids de naissance d'un chiot nouveau-né? Tous ces différents facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y en a une flopée. Dites-moi sur le chat. Quels facteurs pensez-vous quels sont les facteurs qui peuvent influencer le poids d'un chiot nouveau-né à la naissance? Alors, voyons un petit peu vos réponses. Oh, j'adore ça. Je vois plein de réponses défiler sur le chat. C'est génial. Alors, beaucoup d'entre vous me disent la race, et on est bien d'accord là-dessus. Un chihuahua nouveau-né et un dog allemand, un grand danois nouveau-né, c'est vraiment pas la même chose en termes de poids. Le nombre de chiots par portée, tout à fait. Plus la portée est grosse, eh bien, il y a un phénomène de compétition utérine qui se passe. Tout simplement, le placenta a moins de place pour adhérer à l'utérus, et du coup, ça fait une zone de nutrition via le placenta qui est plus ou moins réduite. Donc, la façon dont vous allez nourrir la chienne durant la gestation va également influencer la façon dont le poids des chiots à la naissance. Rappelez-vous que quand on nourrit la chienne de façon très très spécifique durant la gestation, on aura besoin d'augmenter les besoins énergétiques après 42 jours de gestation pour s'assurer de lui fournir les nutriments nécessaires pour le bon développement de la gestation. La façon dont elle est nourrie va également influer. Donc vous voyez, ce que vous dites est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a plein de facteurs qui vont intervenir. Et par rapport à ça, il est important d'avoir quand même une idée à peu près sur ce qu'est un chiot nouveau-né. Qu'est-ce que c'est le poids d'un chiot nouveau-né à la naissance? On a quelques données qu'on peut utiliser en médecine vétérinaire. Vous voyez ici, je vous ai pris les données qui sont publiées dans les livres de référence en néonatologie canine et elles sont loin d'être parfaites. Pour info, hein, ces valeurs, elles varient d'un chapitre à l'autre à l'intérieur du même livre. Mais ça nous donne un point de départ. Ça nous donne un point de départ qu'on peut utiliser pour dire « Ok, ces chiots, ce sont des chiots potentiellement à faible poids de naissance ». Et les études NeoCare
elles ont essayé de préciser un petit peu ces données. Et voilà ce qu'ils nous ont montré, c'est quand un chiot, si la taille adulte du chiot est inférieure à 15 kg, eh ben, on considérera qu'un chiot à faible poids de naissance, il pèse moins de 151 grammes. Et la même chose, vous voyez, pour différentes catégories de poids. Sachez au passage que le groupe Neocare, ce qu'ils espèrent aujourd'hui, c'est que dans le futur, ils collectent aujourd'hui beaucoup de données et ils espèrent dans le futur qu'ils seraient capables d'avoir des équations mathématiques qui nous aideraient à dire, OK, un chiot dans telle race et même éventuellement soyons en fonction de la lignée, eh bien, on pourrait dire ça, c'est un faible poids de naissance. On n'est pas encore là parce que l'espèce canine, comme vous le savez, on a une énorme variation entre les individus. On va du chihuahua d'1,5 kg au mastif anglais de 120 kg. Mais on a tellement de variations que c'est difficile de donner des données précises. Mais néanmoins, on a de quoi faire. On a quelques données intéressantes qu'on peut utiliser comme point de départ déjà. Une chose que Neocare a également identifiée, c'est qu'ils ont aussi identifié que, comme certains d'entre vous l'ont dit, on va trouver jusqu'à 40% des chiots 40% des chiots auront un faible poids de naissance quand ils naîtront dans une grosse portée. Et la chose intéressante, c'est qu'ils ont défini qu'est-ce que c'est une grosse portée en fonction, encore une fois, de la taille adulte de la chienne. Vous voyez ici sur ce tableau leur définition d'une grosse portée dans l'espèce canine en fonction de la taille adulte de l'animal. Et ça, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous savez certainement, on recommande généralement en reproduction canine sur les chiennes gestantes de faire une radiographie à environ 50 jours de gestation pour pouvoir compter les chiots que la chienne attend. Et je pense très honnêtement que ça, c'est un outil tout simple qui est très très important en ce qui concerne la gestion de la mise bas chez la chienne. Mais en plus de ça, aujourd'hui, ça peut être également un outil qui nous permet d'anticiper la suite. C'est-à-dire que si on sait que cette chienne, elle attend une grosse portée en fonction des critères que Neocare a définis, ben, si la chienne attend une grosse portée, on sait que près de 40% de ces chiots nouveau-nés, ils sont potentiellement à risque pour de la mortalité néonatale. Et pour le coup, on peut anticiper, prendre les devants et aider le propriétaire ou mettre en place des mesures pour être sûr que on va identifier ces chiots très rapidement, et deux, on va leur fournir ces soins supplémentaires pour supporter ces chiots de la meilleure des façons dès qu'on les aura identifiés. Parce qu'on sait que statistiquement parlant, on risque d'avoir une plus grande proportion d'entre eux. Donc, outil très très intéressant pour anticiper ces cas potentiellement problématiques. Mais vous voyez, dans les moments clés de Neocare, que Neocare a défini, entre 0 et 8 heures, évaluer le score d'Apgar et peser les chiots le plus tôt possible après la naissance. Des choses très très simples qui, là encore, peuvent vraiment vous aider à identifier ces chiots à risque beaucoup plus rapidement. Et ça, c'était leur premier checkpoint, leur premier moment clé. Par la suite, ils ont un second checkpoint qui est noté 24 heures après la naissance de ces chiots. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce que j'appelle le syndrome des 3 H chez les chiots nouveau-nés. En néonatologie canine, je pense vraiment que c'est un ensemble de 3 conditions, hypothermie, hypoglycémie, déshydratation, auxquelles les chiots nouveau-nés sont très très prédisposés. Et encore une fois, ces 3, comme vous le voyez sur la photo ici, ces 3 conditions sont interconnectées et l'une peut conduire à l'autre. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles il faudra se concentrer sur ces chiots nouveau-nés. Commençons par l'hypothermie. Alors, vous le savez certainement, nos chiots nouveau-nés sont très très prédisposés à développer cette condition parce que, ils ne sont pas capables de thermoréguler, ils ne sont pas capables de maintenir par eux-mêmes leur température corporelle, et ce pendant leurs 3 premières semaines après la naissance. Un chiot qui a froid, il ne peut pas frissonner pour augmenter sa température corporelle comme ce que ferait un adulte. Ils ont de plus une très faible quantité de matière grasse à l'intérieur de leur abdomen. Donc pour eux, c'est quasi impossible, dès la naissance, de maintenir cette température interne. S'ils ont froid, ils vont, quoi qu'il arrive, devenir de plus en plus froids. Et question pour vous, c'est quoi la température corporelle d'un chiot à la naissance? Est-ce que c'est entre 39 et 40 degrés Celsius? Est-ce que c'est 37-38 degrés Celsius? 35-36? 34-35? Qu'est-ce que c'est, à votre avis, la température corporelle d'un chiot à la naissance? Dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez ici? Alors, 5, 4, 3, 2, 1.
Ah, nous avons des réponses très très variées. La majorité d'entre vous hésite entre 37, 38, 35, 36. C'est 35, 36 qui gagne. Je suis assez content là-dessus parce que, comme vous le savez, la température d'un chien adulte, c'est plutôt entre 38 et 39. Et quand je pose cette question dans les séminaires, etc., il n'est pas rare que les gens me disent « Ah ben, un chiot nouveau-né, température corporelle, ça doit être peut-être plus élevé que du 38-39. C'est plus petit, hein. » Mais en fait, la température corporelle d'un chiot nouveau-né, c'est plutôt ça. C'est plutôt entre 34 et 35 degrés de température interne. Et vous voyez, il y a très longtemps de cela, lorsque j'avais démarré ma carrière de vétérinaire, j'avais eu une consultation d'urgence. On m'avait amené un petit bébé Rottweiler de 3 jours. La première chose que j'avais fait, c'est prendre sa température. Je l'avais trouvé à 35 degrés et je m'étais affolé. J'avais commencé à faire des bonds au plafond. Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chiot est en hypothermie. Il faut absolument augmenter, il faut le réchauffer. Alors qu'en fait, 35 degrés à 3 jours après la naissance, c'est absolument pas anormal. C'est même ce qu'on devrait trouver chez un chiot nouveau-né. Et une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que cette température, elle est importante. On travaille beaucoup avec des refuges et très souvent, quand les gens reçoivent des chiots, des chatons orphelins également, un des réflexes qu'on a très souvent, on dit « Oh, ces pauvres animaux, ils doivent mourir de faim, etc. » La première chose qu'on veut faire, c'est immédiatement les nourrir, immédiatement les biberonner, etc. Mais la première chose qu'on doit faire sur un chiot nouveau-né qui ne va pas bien, c'est prendre sa température. Si la température interne d'un chiot nouveau-né est en dessous de 34 degrés, eh bien pour le coup, si c'est en dessous de ça, le chiot n'est plus capable de digérer. On aura un arrêt complet du transit digestif. Ce qui veut dire que si vous biberonnez un chiot qui est froid, eh bien, le lait va s'accumuler à l'intérieur de l'estomac. Ça peut conduire par la suite à des fausses déglutitions. Ce liquide peut s'accumuler dans les poumons. Alors bien évidemment, l'animal peut s'étouffer, mais en plus, ça peut le prédisposer à développer des bronchopneumonies. Et ces chiots nouveau-nés, ils sont très très sensibles. Dès qu'ils développent une infection bactérienne, surtout un type bronchopneumonie, le pronostic devient très très réservé pour le coup. Donc, réflexe à avoir. On vous amène un chiot qui ne va pas bien. Première chose à faire, prenez sa température. C'est tout simple, mais ça peut vraiment rapporter gros ici. Pour vous donner un exemple, on travaillait avec un refuge en Ontario qui avait assisté à cette conférence. Ils avaient un taux de mortalité néonatale, c'est sur du chaton, mais la logique est la même. Dans leur programme, sur leur chaton orphelin, ils avaient des taux de mortalité aux alentours de 50%. Et ils ont décidé de juste se concentrer sur l'hypothermie. Et juste en se concentrant sur l'hypothermie, en s'assurant, avant de faire quoi que ce soit sur ces chatons nouveau-nés, eh ben, on s'assure qu'ils ne sont pas en hypothermie et on augmente leur température. Ils ont diminué leur taux de mortalité néonatale à 10%, juste en se concentrant sur l'hypothermie. Donc, c'est vraiment un détail tout simple, mais ça peut porter très très gros ici. Alors ça, c'est la température à la naissance, mais il y a plus à cette histoire-là, parce qu'en fait, 24 heures après la naissance, voilà ce que vous devriez trouver en termes de température chez les chiots nouveau-nés. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, ils ne sont pas capables d'augmenter leur température interne par eux-mêmes. Et cette augmentation de température que vous voyez, là, puisqu'on doit les trouver 24 heures après, entre 35,5 et 36,5 en fonction d'après les études Neocare, c'est plus par convection, parce qu'ils sont en contact avec leur mère, ils sont en contact avec leurs frères de portée, frères et sœurs de portée. Donc, mais on doit trouver cette température dans cette zone-là. Parce que s'ils ne sont pas, la mortalité néonatale, pour le coup, est augmentée par un facteur 4. Ce qui veut juste nous dire un truc tout simple ici, hein, c'est qu'on doit s'assurer, quoi qu'il arrive, que ces chiots doivent toujours être dans le bon environnement. On doit contrôler les conditions environnementales dans lesquelles on place ces chiots. Et vous vous rappelez, je vous ai